Et on va commencer avec la présentation de Marianne Edon, donc, qui est chargée de mission sur les thématiques écologie et paysage, plantes et cités, et qui va nous faire une présentation introductive sur les enjeux pour les territoires de la biodiversité urbaine. Donc le schéma de présentation reste le même, hein. On a 20 minutes de présentation, et puis on essaye de se garder toujours les 10 minutes d'échange après avec la salle. Ok. Alors, pourquoi planter cité et aujourd'hui ici? Parce qu'on peut planter cité. En fait, on développe et on constitue un réseau d'acteurs privés et publics autour de l'expérimentation et du partage de connaissances autour de la nature en ville. Et ce réseau, il regroupe des collectivités territoriales, mais aussi des professionnels de l'horticulture et du paysage, et aussi des établissements de recherche et de formation. Du coup, dans le cadre de nos activités, on est témoin de la prise en compte de la biodiversité dans les projets de territoire et aussi d'aménagement urbain. Et ce qui explique ma présence aujourd'hui. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer que la biodiversité, c'est un sujet qui est pris en compte, et de mieux en mieux dans l'aménagement urbain, et aussi de vous faire ressortir les besoins d'accompagnement qu'expriment les professionnels dans l'amélioration continue de leurs pratiques, que ce soit en termes de planification, d'aménagement et de gestion de l'espace urbain. Alors nous voici dans un paysage urbain type. Donc on peut lister de nombreuses pressions qui s'exercent sur la biodiversité des écosystèmes urbains. On peut commencer par l'imperméabilisation des sols et des sous-sols, qui va participer à la fragmentation des milieux naturels. On peut aussi parler de perturbation des habitats naturels et des espèces. Donc pour certaines de ces perturbations, ça va être lié à une fréquentation qui est inadaptée des espaces. On peut aussi lister l'émission de polluants dans les sols, dans l'air, dans l'eau. Et puis on peut parler aussi de la concurrence des espèces exotiques envahissantes qui vont pouvoir venir perturber le fonctionnement des écosystèmes en place. Alors voilà, vous avez compris, on est dans un contexte de perturbation de la faune et de la flore et de leur milieu de vie. Et du coup là, se pose la question des conséquences sur les services qu'on peut retirer de ces écosystèmes urbains. Donc en termes de nourriture, en termes de quantité et de qualité des eaux et de stabilisation des sols, du coup, et puis en termes de prévention des inondations notamment. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ces enjeux de maintien et de développement de la biodiversité au cœur des politiques publiques. Alors des politiques publiques qui sont aujourd'hui favorables aux solutions fondées sur la nature. Je suppose que vous maîtrisez un peu le concept, sinon on pourra y revenir pendant la discussion. Et des politiques publiques qui sont aussi favorables à la complémentarité entre les actions pour la biodiversité et le climat, mais aussi pour la santé. Alors pour remettre un peu le cadre à jour, donc depuis 2004, on a la stratégie nationale pour la biodiversité française, donc, qui concrétise l'engagement de l'État au titre de la Convention sur la diversité biologique. Donc aujourd'hui, on en est à l'élaboration de la 3e stratégie nationale pour la biodiversité, qui devrait fixer le cap jusqu'en 2030. Alors, la mise en œuvre de cette stratégie nationale pour la biodiversité, elle se décline ensuite aux échelles régionales. Et ça, c'est la mise en œuvre de la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, qui avait étendu ces stratégies régionales à l'ensemble du territoire français. Donc là, on a un cadre réglementaire et politique qui est favorable. Autre levier important, c'est aussi la création de la trame verte et bleue avec la loi Grenelle. Donc une petite erreur dans le PowerPoint. La première loi, c'est 2009 et pas 2007. Du coup, quand on parle de trame verte et bleue, cette trame verte et bleue, elle a pour objectif de maintenir et de reconstituer un réseau d'échanges entre les espaces pour que les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, puissent se déplacer, s'alimenter, se reproduire. Donc sur le terrain, la mise en œuvre de cette trame verte et bleue, c'est toujours un sujet d'actualité au sein des intercommunalités notamment. L'idée derrière, c'est de pouvoir concrétiser cet objectif de préservation et de remise en état des continuités écologiques qui s'imposent aux documents d'urbanisme, notamment le SCOT, qui est le schéma de cohérence territoriale, et le plan local d'urbanisme PLU qui s'applique à l'échelle communale. Alors, je vous ai parlé de cette stratégie nationale pour la biodiversité. Donc, pour
accélérer la mise en œuvre de cette stratégie, l'État a rédigé en 2008 un plan d'action biodiversité. Et l'idée, c'était de pouvoir intégrer cet enjeu-là dans l'ensemble des politiques sectorielles. Et donc là, ce que je vous ai indiqué, c'est les 5 grands enjeux qui sont affichés dans ce plan biodiversité. Donc, ces objectifs du plan, ils se focalisent autour de freiner l'artificialisation des espaces naturels et agricoles et de pouvoir aussi reconquérir des espaces de biodiversité, à la fois dans l'espace rural, mais aussi dans la ville dense et à la périphérie des métropoles. Donc derrière ce plan d'action, on a des dispositifs d'engagement des acteurs du territoire, à la droite de la diapo, et notamment le dispositif de reconnaissance qu'on appelle territoire engagé pour la nature, qui est une démarche en fait de reconnaissance de l'action, enfin de l'engagement des communes et des intercommunalités, avec derrière une démarche de progrès. C'est pour les inciter à avoir une démarche de progrès dans l'intégration de ces enjeux faune, flore, habitat dans leur territoire. Là, ça se rapproche de votre sujet de prédilection. Du coup, la lutte contre l'artificialisation des sols, c'est un axe majeur de ce plan biodiversité. Et l'objectif qui est formulé, c'est de parvenir au zéro artificialisation nette. Donc, quand on parle d'artificialisation, ça va concerner les espaces qui ne sont plus disponibles pour l'agriculture ou pour être considérés comme un habitat naturel pour la faune et la flore. Donc, en France, cet objectif gouvernemental de zéro artificialisation nette, il est énoncé aussi dans la récente loi climat et résilience. Mais cet objectif, il n'est pas que mentionné dans des lois et des textes officiels. C'est aussi porté par de nombreuses collectivités territoriales dans leurs documents de planification. Et du coup, la mise en œuvre de cet objectif de ZAN, il passe par la planification et aussi par des objectifs qui vont venir quantifier la consommation, pour limiter la consommation foncière et aussi limiter l'artificialisation des sols. Mais on ne peut pas compter que sur ces leviers de planification et d'objectifs quantifiés. Pour transformer ces modèles d'aménagement, il va falloir aussi poursuivre le dialogue entre les acteurs du territoire pour aller vers des modèles qui sont plus proches d'une sobriété foncière, en fait, pour la consommation des espaces. Donc voilà, j'ai fait un constat du cadre politique et réglementaire au regard de la biodiversité. Maintenant, l'idée, c'est de vous donner un aperçu d'initiatives de collectivités qui ont mis en place des actions de planification territoriale ou d'aménagement qui sont reconnues favorables à la biodiversité urbaine. Donc, quand on parle de biodiversité urbaine, là, j'inclus le compartiment sol, donc, comme vous en avez sûrement discuté ce matin, qui est déterminant dans le fonctionnement des milieux, que ce soit en termes de cycle de la matière, cycle de l'eau, et aussi, évidemment, comme support de croissance de la végétation. Alors, comme vous voyez à l'écran, en fait, il existe un concours qui s'appelle le Concours Capitale Française de la Biodiversité. Donc, pourquoi j'en parle? Parce que Plantécité est un des co-animateurs de ce concours. Et du coup, cette démarche, en fait, elle permet d'identifier et de valoriser les meilleures actions qui sont réalisées par des communes et des intercommunalités en faveur de la biodiversité. Et on n'a pas que l'implication des communes et des intercos. Dans de nombreuses initiatives aussi, on voit la mobilisation des entreprises et des porteurs de projets privés qui viennent accompagner les collectivités, que ce soit en termes d'opportunités de financement, mais aussi en termes d'expertise et de réalisation des chantiers. Alors, avant de vous présenter cette petite sélection d'initiatives, je vais faire une petite précision sur ce qui fait que ces actions sont favorables à la biodiversité. Comment on peut dire que ces actions sont favorables à la biodiversité? C'est parce qu'en fait, on considère que les modalités de mise en œuvre de ces actions, eh bien, elles prennent en compte les interactions entre la faune et la flore, comme vous peuvent l'illustrer les photos de gauche, avec l'enjeu pollinisateur en milieu urbain. Et ces actions, elles prennent aussi en compte la nécessité pour les espèces animales et végétales
de pouvoir avoir accès à des ressources alimentaires adaptées, mais aussi de pouvoir réaliser leur cycle de vie complet. Donc là, typiquement, le cycle de vie du papillon. On n'a pas de papillon sans chenille. Et du coup, il faut avoir à disposition à la fois les ressources nécessaires à la chenille et aussi au papillon. Donc cette notion de biodiversité fonctionnelle, cette biodiversité qui fonctionne, eh bien, ça implique des connexions entre les espaces de nature à l'échelle urbaine, et ça implique aussi la présence de différentes strates végétales, arbres, arbustes, herbacées. On peut même parler de strates mucinales. Et c'est ces connexions en fait qui vont permettre le bon fonctionnement des chaînes alimentaires et des chaînes générationnelles, comme peut l'illustrer l'exemple des oiseaux en milieu urbain. On va avoir de nombreuses espèces qui vont avoir besoin des arbres pour nicher, des haies pour s'abriter et des couverts enherbés pour se nourrir. Et puis aussi notamment dans la phase de nourrissage des jeunes, les couverts enherbés sont indispensables. Avec ces petites précisions, alors peut-être pour certains c'est évident, mais je pensais que c'était quand même important de le reprendre ici. Donc là, je vais faire la petite sélection dont j'avais parlé, d'initiatives inspirantes. Et premièrement, le premier levier en faveur de la biodiversité urbaine, pour nous, c'est le zéro pesticide dans l'espace urbain. Donc pour petit rappel, en fait, là aussi, on a un contexte réglementaire qui a représenté un levier en fait, dans l'évolution de la gestion de ces espaces urbains. Donc c'est la loi Labbé qui a interdit depuis 2017 aux personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts ou des promenades, des voiries qui étaient accessibles ou ouverts au public. Donc quand on dit interdiction produits phytosanitaires, on a quand même possibilité d'utiliser des produits phytosanitaires de biocontrôle à faible risque et puis ceux qui sont autorisés en agriculture biologique. Donc avant ces évolutions réglementaires liées à la loi Labbé, on avait déjà un certain nombre de collectivités qui avaient déjà engagé une stratégie zéro phyto et une évolution de leur pratique de gestion de ces espaces publics. Donc on peut prendre l'exemple de... Ah, j'ai oublié, pardon. Ouais. On peut prendre l'exemple de Versailles, dans les Yvelines, qui a été une des premières communes à étendre le zéro pesticide à tous les espaces en gestion publique, y compris ces 4 cimetières qui sont des espaces contraints en termes de végétalisation et de flore spontanée. Et ça, dès 2019. Donc ça veut dire, quand on parle d'étendre le zéro pesticide, ça veut dire derrière, il y a végétalisation des allées et des trottoirs, il y a des espaces qui sont laissés en prairie. Au niveau des plantations, on a des espèces plutôt vivaces. Versailles avait fait le choix d'espèces dites locales, ça veut dire des espèces qu'on trouve naturellement sur le territoire. Et derrière, il y a aussi un suivi de cette biodiversité pour pouvoir adapter en continu ces pratiques de gestion. Et Versailles, notamment, c'est basé sur des protocoles de sciences participatives qui existent aujourd'hui. Autre enjeu que je souhaitais mettre en avant, comme je vous disais tout à l'heure, la mise en œuvre de la trame verte et bleue, c'est toujours un sujet. Et là, je l'illustre par l'exemple de la communauté de communes du Val-d'Aubigné, en Ille-et-Vilaine, dans le cadre de son schéma local de trame verte et bleue. Donc sur ces 19 communes, cette communauté de communes a mis en place une dynamique de cartographie et de diagnostic écologique. Et ça leur a permis de structurer un plan d'action qui est adapté aux moyens du territoire. Donc ça s'est traduit sur le terrain par la création d'une mare dans d'une zone d'activité, le réaménagement d'anciennes lagunes d'assainissement, par la plantation de haies bocagères. On a aussi l'aménagement tout à droite de passages à faune sous des voiries, sur des voies routières. Et aussi un travail autour des sentiers pédagogiques pour la sensibilisation des habitants et une meilleure acceptation aussi de l'évolution des modes de gestion. Autre enjeu autour de la biodiversité urbaine, c'est celui de la place de l'Arbre. Et là, l'exemple de Lyon, donc on a la métropole qui, dans son plan Canopée, s'est fixé des objectifs d'augmentation des surfaces d'espaces ombragés en lien au défi d'îlots de chaleur urbains.
Et pour ça, du coup, elle travaille sur l'élargissement et le fait de diversifier sa palette d'essences, d'arbres plantés. Et en parallèle, la métropole travaille aussi à la désimperméabilisation des espaces et au stockage de l'eau de pluie. Donc c'est bien des choses qui se pensent en lien. Et pour aussi mettre en avant l'approche expérimentale aussi que peuvent mettre en place certaines collectivités en lien avec des professionnels ou des scientifiques, la métropole en fait expérimente la restauration de sols urbains dans une logique d'économie circulaire des terres fertiles. Et là, on a l'exemple de la ZAC de Lyon-Confluence, sur lesquels en fait, il y a des sites d'expérimentation qui ont été mis en place pour travailler la préparation des sols aux futurs aménagements, et ça en créant des technosols issus des sous-produits de la ville. Donc, voilà. on entendra parler après, je crois. Donc, dans le prolongement de cet exemple, il y a celui de la ville d'Avignon qui illustre bien aussi la renaturation des sols. Donc, la ville a transformé radicalement 5 km linéaires de parking qui étaient imperméabilisés le long de ses remparts. Donc, quand on parle de cette action, en fait, ça a consisté en la suppression et la désimperméabilisation de parking, et sous l'ombrage des grands arbres, c'était des platanes, ils ont introduit en fait une strate de plantes vivaces herbacées avec des essences fleuries. Donc il y a une plus-value pour l'entomofaune, pour les pollinisateurs. Et le choix des plantes s'est fait aussi par rapport aux conditions agroclimatiques. Donc là aussi, une adaptation en fait au contexte. Donc c'est pour ça qu'on peut considérer aussi cette action comme favorable à la biodiversité du fait de ces modes de conception, et puis aussi des modes de gestion avec des fauches tardives et du paillage naturel sur ces espaces végétalisés. Donc on peut dire que la restauration de la biodiversité fait partie des objectifs de cette action, du fait de la suppression des sols artificialisés, qui est associée à une meilleure gestion de l'eau, et aussi associée à une amélioration en fait de la zone en termes de refuge pour la faune et la flore, parce qu'on a une surface supplémentaire en fait d'installation du végétal et du coup de la faune associée, qui est évaluée à 25 000 km² en plus depuis 2010, depuis qu'ils ont initié cette action de désimperméabilisation. J'avais oublié là encore de... Oui, ça c'était Avignon du coup. Ok, d'accord. Alors là, juste pour évoquer, mais peut-être que ça sera l'objet des discussions, un autre levier favorable au bon fonctionnement des écosystèmes urbains, c'est le suivi et la gestion des sols pollués. Donc là, on a une action exemplaire dans le cadre du parc naturel urbain de Rennes, où une collectivité a été confrontée à une situation de pollution dans le cadre d'un aménagement et restauration de sites. Et elle a eu une action exemplaire en fait de gestion de ces sols pollués, malgré les fortes pressions sociales des riverains pour s'approprier l'espace. On pourra y revenir dans la discussion si jamais. Donc à titre de conclusion, je vais faire écho à des champs d'action prioritaires pour améliorer l'intégration des espaces de nature dans la planification urbaine, et derrière un impact direct sur l'aménagement en fait urbain. Donc ces témoignages, ces témoignages là qui sont affichés à la diapo, c'est issu de consultations nationales qu'on a menées à Plantécité auprès de collectivités et d'acteurs privés qui accompagnent ces collectivités dans le montage de leur plan local d'urbanisme. Et du coup, le constat fait ressortir que les incitations sont parfois plus portées sur la végétalisation, mais pas forcément sur la biodiversité. Donc ça, c'est une vigilance aussi quand on est aménageur ou maître d'ouvrage. Et ce qui est ressorti aussi, c'est le frein de la propriété foncière pour développer une trame verte et bleue opérationnelle, puisqu'on s'aperçoit que sur le territoire de nombreuses collectivités, en fait, il y a une grosse proportion d'espaces privés sur lequel la collectivité a une action plus difficile, en fait, ou moins directe. Et autre champ d'action exprimé aussi, c'est le fait de devoir améliorer la connaissance du patrimoine végétal et des espaces de nature. Et là, peut-être c'est quelque chose en tant que scientifique qui vous parle, c'est le fait de la difficulté parfois d'accéder et d'interpréter la donnée naturaliste ou la donnée agronomique aussi, pour pouvoir après la prendre en compte dans l'action d'aménagement.
Donc voilà sur quoi travailler pour améliorer cette intégration d'espaces de nature dans l'aménagement urbain. Et juste mentionner les 2 plateformes de ressources autour de la nature en ville que vous pouvez consulter. Merci Marianne Edon. On va commencer, comme ce matin, à prendre les questions dans la salle. Vous avez des questions? Il y a des questions sur... Il y a une question de Morgane Viltard, ARB Occitanie. Pourriez-vous détailler les actions menées pour dépolluer le sol dans le cas de l'exemple de Rennes, s'il vous plaît? Merci. Oui, alors si jamais les actions dont je voulais préciser aussi, si les actions que j'ai mentionnées vous intéressent, vous pouvez aller sur le site du concours Capitale française de la biodiversité. Vous avez les recueils, en fait, les rapports de visite de ces villes qui vous donneront tous les détails. Donc, si on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Oui, par rapport à cet exemple de Rennes, en fait, il y a eu un choix en fait de prise en charge des sols pollués. Du coup, les sols pollués et ceux qui étaient non lixiviables, en fait, ont été confinés sur place et dans le cadre de travaux paysagers. Et certains autres sols ont été envoyés au centre d'enfouissement quand c'était possible. Et il y a eu derrière aussi un gros travail de diagnostic écologique des sols pour justement mieux orienter en fait la décision quant à la gestion de ces sols-là. Pour plus de détails, du coup, je vous renvoie vers le rapport de visite. Oui, merci pour l'exposé. Moi, j'avais une question sur la désimperméabilisation. Quand vous faites ça, est-ce que vous mettez en place des suivis en fait pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on désimperméabilise en termes de flore, de faune du sol en particulier? Oui, alors justement, je pense qu'il n'y a pas de modèle en fait, et c'est aussi le message à faire passer, c'est qu'en tant que maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, il est important de prévoir en fait dans son projet d'aménagement euh, un suivi en fait de l'action pour mieux évaluer justement l'impact de la désimperméabilisation sur les différents groupes faunistiques ou sur des groupes un peu indicateurs. Et du coup, c'est important de pouvoir inclure ça en fait dans son budget initial en fait pour pouvoir aussi après adapter les modes, réadapter les prochaines phases de chantier quand il y a d'autres phases de chantier sur le prolongement du site, et aussi pour parfois mieux adapter enfin, pouvoir revenir sur des conceptions de l'aménagement, certains aspects de la conception, et le mode de gestion aussi qui peut aussi venir entre guillemets réparer certaines erreurs de conception, ou en tout cas s'ajuster aux erreurs de conception pour faire qu'on ait quand même un milieu favorable à l'installation du végétal et de la biodiversité qui l'accompagne. Moi, j'ai une question sur les solutions fondées sur la nature. Donc, c'est des choses dont on parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des portails ou des systèmes assez simples qui permettent de consulter, en fonction des environnements dans lesquels on est, des solutions qui sont déjà marché ailleurs, par exemple? Oui, alors il y a une grosse dynamique en fait autour des solutions fondées sur la nature, et il y a eu plusieurs gros projets européens qui ont travaillé justement sur des portails qui montrent des initiatives inspirantes en fait autour des comment a pu se mettre en place telle ou telle solution fondée sur la nature. Et il y a d'autres portails qui sont plus liés à l'évaluation des performances des solutions fondées sur la nature en termes environnemental ou sociétal et économique. Du coup, je pourrais, enfin, ça peut être assez large en fait les ressources, mais il y a un site qui est animé par le CEREMA, et j'ai oublié le terme, Marc, tu saurais me dire. Network Nature à l'échelle européenne. Sur les ressources solutions fondées sur la nature, il y a les plateformes Hopla, Network Nature au niveau européen. Effectivement, en France, il y a différents projets européens comme Nature for Cities, le programme Artisan de l'OFB sur lequel on peut trouver des plateformes, celle du CEREMA que tu cites, j'ai plus le nom en tête. On peut retrouver ce type d'action. En Île-de-France, dans le cadre du programme Artisan, on essaie de recenser tous les projets en lien avec les solutions fondées sur la nature, et également en lien avec la gestion de l'eau, avec la gestion de la chaleur. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines et mois. Ok, eh bien, merci beaucoup pour cette présentation.
Cette conférence est extraite de la journée « Le génie écologique au service du sol » organisée par Technique de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre « Génie écologique ». Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur notre site.